Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Louis San Corp. Oui, ce n'est pas la même chaîne que Louis San, ni Louis San TV, ni TV Louis. Et aujourd'hui, au programme, je vais juste marcher et surtout je vais répondre aux questions qu'on m'a posées, questions business, questions entrepreneuriat. Ça t'épuise pas de devoir gérer autant de business, tu frôles pas le burn-out parfois, horaire de travail, tu arrives vraiment à cumuler vie pro et vie de famille et vie de couple, combien d'heures par semaine tu travailles. Bon, en gros, c'est une question sur l'équilibre travail, boulot, travail, enfin entre le boulot et le travail. Ça résume un petit peu. Depuis toujours, ça fait 10 ans maintenant que je suis sur YouTube, je travaille, je pense, beaucoup. C'est un peu spécial quand tu as un travail passion, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous l'ont déjà dit, mais tu as la sensation de travailler sans vraiment la sensation de travailler. Plus tu mets d'efforts et d'investissement dans ton travail, plus tu vas gagner en reconnaissance, soit en nombre de vues, et in fine, forcément, tu vas gagner plus de sous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fondamentalement trop besoin. J'ai besoin d'avoir cette sensation et cette vision de « Ah, plus je m'investis, plus je gagne ». Ça, c'est trop important pour moi. Pendant longtemps, j'en ai abusé, j'ai fait énormément d'heures, mais si je devais jauger, l'année 2025 a été mieux que l'année 2024 sur ce point de vue-là. Et 2024 a été mieux que 2023. Je sens quand même qu'il y a une amélioration. J'ai un peu plus de temps. Parfois, je peux me permettre de sortir plus souvent avec Alexandra. Et c'est là où on va commencer à parler des horaires. Et effectivement, je travaille tous les jours. Les gens ils me diront, ouais, mais quand tu es en déplacement et tout, quand je suis en déplacement, c'est un très bon moment pour travailler. Franchement, depuis qu'ils ont mis la Wi-Fi dans les avions, moi, ça a changé la manière de voyager. Avant, c'était vraiment 12 heures, 14 heures de temps perdu. Vous pouvez quasiment rien faire à part manger, dormir, attendre. Depuis qu'on peut travailler, qu'on peut envoyer des mails, qu'on peut réfléchir, qu'on peut avoir internet, forcément pour moi, ça change tout. Petit stand de bouffe là, il y a des gens qui font la queue. Tu frôles pas le burn-out parfois. Si je devais faire un burn-out, je l'aurais fait au moment où j'ai écrit Jiken 1. En fait, c'était l'équivalent, en tout cas à l'époque, d'écrire 10 vidéos en plus des vidéos habituelles, et j'étais sur un rythme de 1 par semaine à l'époque. Et j'avais beaucoup moins de collaborateurs qu'aujourd'hui, donc c'était excessivement difficile. Vraiment, c'était un travail de titan. C'est malheureux à dire, mais moi je suis intimement convaincu qu'on progresse quasiment que dans la souffrance. C'est vraiment horrible, mais Jiken 1, c'est aussi le moment où j'ai le plus progressé. Écrire 10 scripts comme ça vidéo de manière hardcore, vraiment en travaillant jusqu'à 3h du matin, à écrire, en plus sur des sujets complètement horribles. Il y a des gens qui sont zigouillés ou des trucs comme ça. Ça m'a démoli, mais ça m'a permis aussi de progresser de ouf en écriture. Et moi, sur mes vidéos, je vois vraiment un avant-après. Je me souviens de la première vidéo que j'avais écrite avec le nouveau style, 4 choses que les Japonais envient chez les étrangers. Et j'ai senti tout de suite une amélioration dans mon style d'écriture, une fluidité, dans tout, honnêtement dans tout. C'était un gros passage, mais voilà, ça c'était vraiment le moment où j'étais le plus proche du burn-out. Vraiment, je criais tellement, j'en pouvais plus. Et c'était une phase en plus ultra tendue de ma vie parce que j'avais ça, j'avais la maison, j'avais Oni qui sortait, donc bref, tout partait en couille, mais tout a bien fonctionné, donc je suis vraiment très content. Combien d'heures par semaine je travaille? J'en ai aucune idée. Encore une fois, quand tu es entrepreneur, t'as pas un truc où tu es au travail, pas au travail. J'ai envie de te dire, toutes les heures où je suis éveillé, je travaille quasiment. Je fais au moins du 10 heures par jour, minimum, je pense. Question suivante, procédé de création de vidéos YouTube, script, interview, gros dossier. Alors ça, c'est intéressant parce que toutes les vidéos n'ont pas forcément le même procédé de création. Il y a différents styles de vidéos sur la chaîne Louis San. Vous avez remarqué déjà, il y a le nouveau format, ce sont les interviews. Les interviews, je vais être honnête, c'est très facile pendant. Une fois que la caméra elle est fixée, il faut quand même avoir les bonnes questions, rebondir aux bons endroits et comprendre forcément ce que dit l'interlocuteur. Mais bon, vu que je parle japonais, c'est pas trop le souci. C'est pas trop compliqué pendant la pré-prod, ce que j'appelle la préparation de tournage, donc les questions, etc. Par contre, en post-prod, c'est une catastrophe. Alors maintenant ça commence à aller mieux parce que c'est plus la première fois on commence à être rodé avec Emeric, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a une première cut qui est faite par Emeric en utilisant les sous-titres générés par IA. Ensuite il y a une deuxième cut qui est faite par moi parce que du coup j'élimine des trucs. Une fois que la deuxième cut elle est faite, il va faire l'habillage. Donc l'habillage en fait c'est les changements de cam, c'est les très légers sound effects parce que mine de rien ce format il est très naturel, enfin dans le sens où il est très brut, il n'y a pas trop d'effets. Une fois qu'il y a ça, on refait une passe pour vraiment définir où est-ce qu'on met les face cam, donc du coup c'est les interventions où je suis en face. D'ailleurs c'était la dernière fois, c'était exactement ici que j'ai fait les face cam pour la vidéo Hikikomori. Une fois que les interventions face cam elles sont décidées, donc elles sont pas tournées, moi je vais envoyer la vidéo à un traducteur qui va affiner les traductions. Une fois qu'il a traduit, je vais affiner les dernières traductions pour envoyer ça à doubler aux comédiens. Une fois qu'il double le truc, on récupère tout, Emeric il récupère tout et Emeric il va placer les voix. Ensuite les face cam sont tournées, donc du coup là on a à ce stade il y a toutes les face cam qui du coup sont montées, on a toute la vidéo qui est doublée et il reste un dernier doublage, c'est mon doublage, voilà, que j'aime pas trop faire, mais voilà, faut quand même le faire. Ça prend pas tant que ça, mais tu sais, faut juste naviguer dans la vidéo et généralement c'est des petites questions, c'est des ok, super, incroyable, c'est juste des petits mots comme ça. Une fois qu'on a ça, Emeric fait le dernier mixage et là, enfin,
on a la dernière vidéo. Vous voyez, il y a énormément d'étapes et c'est pour ça qu'en fait ce genre de vidéo, mine de rien, je suis content d'être passé à une vidéo toutes les 2 semaines parce que c'est juste pas possible de faire une vidéo par semaine avec ce calibre-là. Ou alors il faudrait vraiment augmenter on va dire la dimension humaine, c'est-à-dire un nombre de collaborateurs monstrueux pour pouvoir faire tout ça en une semaine. Donc c'est pas ce que je souhaite. Voilà, ça c'est un format. Deuxième format scripté, le format où je souffre le plus, voilà, je vais être honnête, j'écris toute la vidéo, j'écris encore mes vidéos seul, voilà, pour vous dire. Quand je dis une connerie en vidéo, bah, généralement c'est moi qui l'ai écrite. Oh, attention les voitures. Je vais comme ça. J'ai tout un procédé d'écriture, j'ai pas trop envie de le détailler non plus parce que ça fait quand même partie de l'expérience et tout ce que je peux vous dire c'est que j'utilise plusieurs sources japonaises, anglaises et maintenant j'ai des réflexes de rédaction et surtout j'arrive à savoir quand est-ce qu'il faut creuser et quand est-ce qu'il faut lâcher la création d'une vidéo par exemple. Ces vidéos là, beaucoup de pré-prod forcément, beaucoup d'écriture, ça prend énormément de temps, ça prend 3 jours mais 3 jours où je suis le plus détestable possible parce que c'est vraiment angoissant d'écrire une vidéo, c'est vraiment pas agréable. Quand tu fais du montage tu peux être à 90%, quand tu fais d'autres activités tu peux être à 90%, quand je réponds aux mails tu vois je peux réfléchir à un autre truc, puis revenir, puis machin, puis on m'interrompt, c'est pas trop grave. Quand j'écris, je ne peux pas être à 99%. Il faut que je sois mon cerveau à 100% sur l'écriture et même en étant à 100% sur l'écriture, déjà c'est compliqué. Donc voilà. Ça c'est le gros désavantage forcément des vidéos écrites, c'est que pendant 3 jours ça m'immobilise et ça immobilise tout. En 3 jours il s'en passe des trucs sur Oni, il s'en passe des trucs dans les mails, il s'en passe des trucs sur les autres chaînes, il s'en passe des trucs sur le montage des autres vidéos. Donc c'est pour ça que c'est compliqué maintenant pour moi d'écrire, mais je tiens quand même à le faire. Attendez, je vais me décaler parce qu'il y a un enfant qui pleure et j'ai peur que vous l'entendiez trop. Mais l'avantage c'est qu'une fois que j'ai mis le point final sur le script de la vidéo, pour moi elle est terminée en fait. Elle est terminée parce que je vais la tourner, je vais mettre quoi 2 heures, je l'envoie au monteur et en fait le montage est déjà un peu pré-mâché dans le script. C'est-à-dire qu'il y a certaines assets que je ne mets pas, donc c'est à eux d'aller chercher les assets vidéo, mais il y a d'autres assets où quand je m'appuie dessus, bah là je vais carrément mettre les timecodes, je vais mettre les assets, il y a aussi un code couleur pour savoir est-ce que c'est des parties dessin, est-ce que c'est des parties voix off, il y a même des didascalies si vous voulez tout savoir. Et en plus c'est le format on va dire Louis San, donc les monteurs sont très habitués à ce format. C'est là où je vais avoir le moindre touche à faire en tout cas une fois que la vidéo sort. Ça c'est le deuxième format et le dernier format c'est les formats on va dire les grosses vidéos comme par exemple Katana ou la vidéo Ton qui est sortie. Oui, elle est sortie, voilà, allez la voir si vous n'avez si pas encore vu la vidéo Ton qui est sortie, j'en suis très fier. L'avantage de ces vidéos, c'est que il n'y a pas d'écriture, mais par contre, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de frais engagés, d'improvisation aussi, parce qu'une fois que je suis sur place, il faut construire la vidéo en la tournant, donc il y a quand même beaucoup de responsabilités là-dessus. Et au montage, c'est là où tu vas devoir faire du narratif, tu vas devoir construire une histoire avec les rushs qu'on a. Et ça, c'est pas forcément évident toujours pour les monteurs qui n'ont pas l'habitude de YouTube, j'ai envie de dire. Prochaine question, est-ce que tu feras des sponsors? Alors, comme je l'ai dit, en fait, je ne m'écarte pas de faire des sponsors sur cette chaîne, parce que après tout, voilà, pourquoi pas. Surtout qu'en fait, comme je parle sur cette chaîne de mes contacts, on va dire des opportunités que j'ai pu avoir, enfin de mes business, eh bien j'ai pu justement avoir d'autres contacts de gens qui me demandent est-ce que je peux pas faire par exemple du consulting pour eux, pour leur chaîne YouTube ou des choses comme ça. Et ça, bon, c'est super cool, ça me permet de rapporter de nouveaux clients, de découvrir de nouvelles personnes. Un exemple, comme j'ai parlé des Viottes dans une dernière vidéo, il y a une personne qui s'est manifestée dans mes mails. Alors il me connaissait pas du tout, mais il veut qu'on fasse un test justement sur son business qui est assez proche de celui des Viottes. Donc je me dis qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, j'ai une expertise à apporter, ça fait très plaisir. Il y a aussi des marques qui m'ont contacté comme par exemple le Crédit Agricole qui veulent que je parle de leur offre pro qui est 100% en ligne. Quand tu débutes une activité professionnelle, tu as envie que le moindre centime que tu investisses, ça soit uniquement dans les choses efficaces de ton business. Donc typiquement, dépenser une fortune dans un compte pro, bah, c'est pas aussi peu cher qu'un compte perso. C'est pour ça que Propulse, ils ont une des offres les moins chères du marché concernant les comptes pro. C'est 8 € hors taxe par mois et ils ont même la gestion de l'URSSAF qui est à l'intérieur. En fait, si tu es en micro-entreprise, tu peux faire la déclaration URSSAF directement depuis l'application. C'est Propulse. Il y a aussi des factures et des devis que tu peux éditer directement depuis l'application et scanner des notes de frais. Et là, je sais que depuis le début, pour tous ceux qui n'ont pas de business, ils disent ouais, mais on s'en fiche un peu. Mais tous ceux qui ont déjà eu un business, je sais à quel point vous êtes en mode hey. Pour tous ceux qui ont une idée de business et qui osent pas se lancer ou qui n'ont pas vraiment d'idée concrètement de comment se lancer, eh bien Propulse a une solution pour vous. C'est un outil de business plan gratuit et en fait le business plan c'est un document que tu vas donner à ton banquier, à tes investisseurs, à un peu tout le monde où tu as besoin qu'ils mettent de l'argent pour justement bien expliquer ton projet et bien structurer ton projet. Typiquement avec Oni à l'époque c'est ce que j'aurais dû faire pour ne pas dévorer ma trésorerie dès le lancement. Donc ça permet de structurer ton idée, faire une étude de marché, faire ce qu'on appelle un prévisionnel financier, etc. Tout ça comme je viens de vous le dire, eh bien c'est offert gratuitement par Propulse et tu peux partager très facilement ton business plan avec directement la banque Crédit Agricole, à France Travail ou encore à des experts comptables. On les adore. Ils sont déjà plus de 260 000 à utiliser ce service qui est quand même assez énorme. Et bien sûr si vous voulez les rejoindre, il y a un lien en description. Prochaine question, ça je savais qu'on allait me la poser, c'est sur le Café Marou. Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis plus dedans? Qu'est-ce qui quoi? Machin. Je vais vous le dire en mille, je ne suis plus dans l'affaire du Café Marou depuis en fait
toujours. Alors, à l'époque, en fait, quand on a annoncé le projet du Café Marou, on n'avait pas encore signé les documents comme quoi on était bien dans l'affaire, etc. et qu'on était bien associé avec le groupe Kintaro dans ce business Café Marou. En fait, si vous voulez, il y avait donc du coup le groupe Kintaro, il y avait Marie, il y avait moi, et il y avait un gros bloc, c'était des banquiers qui possédaient, on va dire, des parts dans le Café Marou. Et ces banquiers, ils ont fait traîner la signature pendant au début des semaines, puis après des mois, puis quasiment un an. Ce qui a fait qu'en fait, moi au bout d'un moment, j'ai été honnête avec le groupe Kintaro et j'ai dit écoutez, moi j'ai l'impression que c'est un scam là en fait, je suis en train de me faire scammer, donc je coupe toute communication. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait beaucoup de vidéos et à un moment donné, clac, j'étais tout seul à relancer quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ouais, on en est où sur la signature, on en est où et je voyais qu'il n'y avait rien qui avançait. Du coup, je me suis dit bon bah au bout d'un moment, je suis obligé de me protéger. Bon, peut-être que je vois ça, je me suis fait bananer sur cette histoire-là. Je coupe la communication. Vient ensuite une année qui s'écoule, le chef du groupe Kintaro qui vient me voir et qui me dit c'est bon, j'ai enfin les documents. Par contre, je veux te parler d'un truc. Et il m'a expliqué qu'en fait, le Café Marou, il est rentable, mais si vous voulez, dans le quartier dans lequel on est, c'est un quartier qui est très fréquenté. On est dans le quartier d'Opéra, il y a du monde, il y a la rue Sainte-Anne juste à côté. C'est là où il y a les restaurants japonais, asiatiques, il y a vraiment plein de restaurants. Et le souci, là, vu qu'on a une offre qui est majoritairement celle d'un café, eh bien, on a ce qu'on appelle des campeurs qui prennent un café le matin à 2,50 € et qui campent littéralement toute la journée avec leur PC à l'étage. Et du coup, on peut pas y faire grand-chose. Alors, faudrait les saouler pour leur demander de reconsommer toutes les heures, des choses comme ça. C'est une solution aussi, hein, tu vois, mais en gros, ça n'a pas été fait, c'est pas fait en tout cas. Concrètement, le café, il est tout juste rentable, mais il pourrait rapporter plus d'argent. Si ça avait été un restaurant, il y aurait eu le midi et le soir, sachant que j'avais déjà évoqué ce problème, c'est-à-dire que le Café Marou, en fait, comme il est fermé le soir, bah du coup, c'est ça de manque à gagner tous les soirs, ce qui est énorme. Ce qui fait que le groupe Kintaro, qui est actionnaire majoritaire dans cette histoire-là, donc il a le pouvoir décisionnel, et il dit en fait, si c'est pas plus rentable que ça d'ici 1 ou 2 ans, il le kill. Grossièrement, c'est ça. Il en fait autre chose, il en fait un restaurant, voilà. C'est cruel, mais c'est comme ça. Et donc, j'en viens là. Pourquoi je n'ai pas de part là-dedans? C'est parce qu'en fait, il m'a dit plutôt que d'investir dans le Café Marou, que je pense je vais détruire d'ici plutôt quelques années, il me propose d'investir dans un autre restaurant, et ça, c'est le truc dont je vous ai parlé. Et donc, j'ai décidé d'accepter son offre, et en tout cas, ne pas maintenir mes parts qui étaient dans le Café Marou. C'est pour ça que je vous en ai tout simplement pas parlé. Mais justement, c'est pas fini au Café Marou parce qu'il y aura un pop-up store le 13 et le 14 décembre pour la collection Caval X Oni. Ça me fait trop plaisir. Ce qui va se passer, c'est que au rez-de-chaussée, vous allez avoir 2 boissons exclusives, une Sakura et une Momiji, et vous aurez aussi les wagashi préparés par Sakayama-san, vraiment des sucreries japonaises traditionnelles, une Sakura, une Momiji qui seront disponibles directement au rez-de-chaussée. Et à l'étage, il y aura le pop-up store, donc vraiment il y aura des endroits où vous pourrez essayer, bien sûr, faire des essayages de chaussures. Il y aura aussi des hoodies Oni qui seront disponibles, il y aura aussi des t-shirts Oni, et aussi un produit exclusif Oni qui sortira en avance au pop-up store, c'est-à-dire les casquettes Oni qui seront disponibles. Beaucoup de choses sur ce pop-up store le 13 et 14 décembre au Café Marou. Je pense que ça va être un très bon événement pour fêter un peu la fin d'année. L'année Oni a été exceptionnelle et justement, ça me permet de faire la transition avec la prochaine question. Je sais qu'il y en a 2-3 qui m'ont parlé effectivement depuis août de cette année. Je ne suis plus maintenant chez Individuals, chez Rudy. Dans le business, parfois, il y a des ruptures, tu changes de distributeur, des trucs comme ça se passe généralement mal. Tu vois. Si tu quittes le truc, c'est que voilà, il y a des problèmes, etc. Mais je vais être honnête, je ne pouvais pas rêver meilleure rupture entre guillemets. Donc vraiment Rudy, merci beaucoup d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. Il a été d'un professionnalisme au-delà de ce qui peut être, on va dire, attendu et même espéré. Il a été toujours là pour gérer entre guillemets la transition parce que du coup je suis passé chez Flavien que je vous avais mentionné, donc là où il y a les énormes locaux de la première vidéo. Donc j'ai changé de distributeur du coup cette année, en plein milieu d'année. Et même d'ailleurs Flavien a voulu lui envoyer un mail pour le remercier. Entre collègues qui font un peu le même métier, bah, il s'est très bien rendu compte, ça se passe pas comme ça d'habitude, tu vois. Donc vraiment voilà, merci beaucoup à lui. Encore une fois, vraiment, je suis très reconnaissant. Et du coup, la prochaine question concerne également Oni. On m'a demandé l'élaboration d'un produit Oni de A à Z. Alors, je vous ai fait les apps, je vous les liste. Il y a idée, concept, design, proto, vérif, valide, prod, photo, mise en ligne. Ça fait peur, il y a 9 étapes. Je vous le dis globalement, j'arrive oui ou non avec une idée d'un truc. Et après, ils me font un concept, puis le design, donc ça s'affine. Vraiment, on place les trucs à droite à gauche. Et une fois qu'il y a ça, on lance la fabrication du proto. Le proto, généralement, soit c'est un one shot, bon, ça arrive rarement quand même, mais soit on en refait faire un. Une fois qu'on a le deuxième, qu'on le valide, c'est parti pour le GoProd. Le GoProd se lance, la production arrive dans les locaux maintenant de Flavien. Cette production-là, elle est comptée et généralement il y a des erreurs de comptage parce que visiblement savoir compter c'est extrêmement évident dans ce milieu, j'apprends ça. Qui m'est appelé pour poser en tant que mannequin. Simon prend les photos et on a la mise en ligne dont je m'occupe et après il y a la communication avec les vidéos YouTube, la mailing list, etc. Donc voilà, c'est globalement les étapes dans une création d'un produit. Combien de temps ça prend ?
entre le moment où c'est créé, et ça peut varier parce qu'il y a des produits, ça peut aller très vite. Sur un produit, on va dire, qui est une déclinaison d'un produit existant, comme par exemple cette formidable veste zippée Sakura qui est de nouveau disponible en précommande sur le site Oni. Voilà, vous pouvez avoir le lien en description pour la commander, ou encore les t-shirts, voilà, notamment le t-shirt Licorice que je porte actuellement. Ça, typiquement, tu vois, ce produit qui est de la veste hoodie zippée, si t'es très pressé, franchement, en 2 mois et demi, ça peut être réglé. Si t'es moins pressé et que tu fais un envoi par bateau, c'est plus 4 mois et demi. Donc globalement, c'est à peu près les délais. Et puis on passe à combien ça coûte. Alors ça, forcément, c'est une question. Attends, on va bouger un petit peu. Je vais vous montrer les chiffres un petit peu avec un tableau, etc. Parce que c'est pas si évident de comprendre combien ça coûte. Il y a beaucoup de gens qui oublient plein de critères, vous savez, c'est les fameux oui, il vend un t-shirt 30 €, il l'achète 3 €, donc du coup sa marge c'est 27 €, voilà, il gagne 27 € dans sa poche. J'aimerais bien, j'aimerais tellement, écoutez, c'est un rêve, hein. Fabuleux si on pouvait faire ça. Pas ouf comme l'endroit. J'ai un spot. Combien ça coûte, combien ça rapporte? C'est parti. On va prendre l'exemple de ce t-shirt là, donc les t-shirts brodés qui sont sortis, qui sont à 40 €. Je vais vous révéler, attendez, il faut que j'arrive pas, ma présentation. Ouais, ma présentation. Je vais vous révéler combien il me coûte. Il me coûte 15,50. Bon, je pense que je vais faire sans tableau parce que ce sera plus simple. Il me coûte 15,50. Donc tu te dis, waouh, mais Louis, il s'en met plein les fouilles, un truc de ouf. Ça veut dire qu'il gagne 24,50 € par t-shirt. Déjà, il y a un truc qui s'appelle la TVA. Donc en fait, il y a 40 divisé par 1,2. Et ça, c'est le vrai montant du produit. Donc c'est 33,33. Et au-dessus, c'est la TVA. Et la TVA, en fait, je ne la récupère pas. En tant qu'entreprise, tu vas pouvoir en fait faire des dépenses et donc du coup l'équilibrer. Mais c'est pas de l'argent que tu gagnes. Donc du coup, tu te dis, bon bah c'est 33,33 moins 15,50. Donc 17,80, c'est quand même très bien. Et non, parce que dans ces 17,80, il y a un truc que vous avez oublié, c'est que le prix du t-shirt c'est 15,50, mais le t-shirt, faut le ramener jusque dans les stocks. Les transports en pleine période de Noël, c'est très cher, ce qui fait que c'était quasiment autour de 3 €. Donc là, on est déjà à 14,83. Tu dis, bon, 14,83, ça va, on est quand même encore... Non, c'est pas fini. Le t-shirt, une fois qu'il est vendu, il faut bien payer les personnes qui font le picking, c'est-à-dire les personnes qui vont prendre le produit depuis les stocks, qui vont le mettre dans l'emballage, qui vont coller l'étiquette et qui vont ensuite le mettre à la disposition pour Colissimo, parce que tous mes envois sont faits avec Colissimo. Ça me coûte 4,17 €. Donc là, on est à 10,66 €. C'est pas fini. C'est toujours pas fini. Il y a aussi la plateforme que j'utilise. Shopify, c'est une plateforme qui va pas non plus travailler gratuitement. La commande, elle coûte 25 centimes d'office, moins 0,25. Mais c'est pas encore terminé parce qu'il va y avoir aussi un pourcentage sur le montant total de la commande. Le montant total de la commande, ça va être donc 40 € plus les frais de port. Donc du coup, qui vont être autour de 8,50 €, quelque chose comme ça. Donc il faut faire moins 48,50 multiplié par le taux que prend Shopify, qui est de 1,1%. Et donc là, on est à 9,87. Une fois qu'on a ces 9,87, du coup là, vous avez vu comment ça a dégringolé depuis le début. Là, il faut compter du coup toutes les personnes que tu vas pouvoir payer avec les photos. Par exemple, si tu veux mettre tes produits en ligne, bon là en l'occurrence c'est moi qui le fais. Mais si tu as des personnes, on va dire des employés ou quoi, et bah rapidement tu te retrouves avec vraiment plus grand chose sur ton produit. Et là tu te dis ouais, quand même 9 € c'est bien, mais en fait il faut quand même investir énormément d'argent, et ça c'est une de mes règles. Je n'investis pas si j'ai pas un minimum de 50% sur mon retour sur investissement. Donc ça veut dire concrètement que si j'investis 100 €, je gagne potentiellement 140, c'est trop peu. Je fais en sorte que ça soit 150 minimum. Et encore tu te dis bon bah c'est trop bien, tu payes 100 €, il y a 150 qui revient. Oui, mais ça c'est si le produit fonctionne bien, si entre guillemets t'arrives à tout écouler, s'il y a un énorme problème dans les produits, des erreurs de stock, des problèmes dans les livraisons, pas trop de SAV, voilà, tu vois, t'as tous les frais qui se cumulent. Quand par exemple il y a un échange, l'envoi depuis le client jusqu'à chez nous, c'est le client qui s'en charge, mais depuis chez nous jusqu'au client, on va repayer les frais de port, donc c'est environ 10 balles. Ce qui fait que bah, si tu repayes 10 balles par exemple pour un échange d'un t-shirt, et bah, vous comprenez très vite que je gagne 0. Comment s'est forgé ton esprit d'entrepreneur? Est-ce difficile au début de se repérer et de se lancer dans ce monde? En combien de temps as-tu acquis suffisamment d'expérience pour être plus serein et confiant? Et enfin, quels conseils aurais-tu à donner? Comment s'est forgé ton esprit d'entrepreneur? Je vais être honnête, c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Réponse bateau classique, ennuyeuse, mais c'est totalement vrai. Et encore aujourd'hui, je me considère pas du tout comme un expert dans l'entrepreneuriat. Je viens tout juste de quitter la zone petit poussin. Voilà, pour moi dans mon esprit c'est ça. C'est pas mal. Pas mal, mais c'est que ça. Est-ce difficile au début de se repérer, de se lancer dans ce monde? Complètement. Au début, c'est trop facile de faire des erreurs débiles. J'en ai parlé du coup dans la dernière vidéo, les erreurs un peu qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. En fait, c'est très facile de penser que t'es plus intelligent que les autres. En fait, c'est ça se résume à ça. C'est très facile de croire que ouais, toi t'es le gars qui a l'idée. Non, t'as rien du tout, mon pote. T'as peut-être une bonne idée, mais t'as 1000 embûches devant toi qui peuvent potentiellement te niquer la gueule. Si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de truc, franchement, allez-y, c'est une expérience qui est trop bien. Sur un produit, tu lances un truc, tu gères une communication, tu fais bien ton truc, etc. et que ça vend de fou, que les gens sont contents, et que ça plaît, et que ça débite,
Voilà, t'es le roi du monde là. En combien de temps as-tu acquis suffisamment d'expérience pour être plus serein et confiant? Mais il y a des moments où t'es stressé, c'est juste que, en fait, tu acquis acquéris, bref, tu as plus d'expérience juste pour te mettre dans des situations encore plus stressantes qu'avant. Globalement, l'entrepreneuriat, c'est ça, hein. T'as toujours envie de faire plus, t'as toujours envie d'être meilleur, et c'est comme ça que t'arrives à progresser. Mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir se dire, est-ce que je lèverai pas le pied? Quel conseil aurais-tu à donner? Les conseils que j'aurais à donner, franchement, pour... n'écoute pas les commentaires des gens. Vous savez, histoire anecdote, le produit phare de Oni, c'est le hoodie Sakura. C'est le produit sur lequel je me suis le plus investi à l'époque avec du coup mon fournisseur, Dropshirt. On a dû faire plusieurs protos parce qu'à chaque fois je lui ai dit plus de broderie, plus de broderie. On était à des prix, je vous jure, ça défiait tout. Ça n'avait aucun sens, tu vois, c'était super cher sa mère. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on fait plus, on y va plus fort. Et à la fin, tu vois, il y a ce rendu là qui est arrivé, je dis, voilà, là tu vois c'est ultra chargé. Et d'ailleurs je suis très fier d'un truc, c'est qu'avant je voyais aucune broderie aussi chargée et aussi colossale sur des manches, sur des hoodies. Et bizarrement depuis que mon produit est sorti, j'en vois beaucoup plus. Alors peut-être que voilà c'est un hasard et que j'ai l'impression d'en voir plus parce que j'en produis. Mais il a fallu se poser la question de à combien on le vend. Dropshirt m'a dit honnêtement, il y a une règle dans le textile en fait, c'est que généralement tu fais x3 sur le prix d'acquisition de ton produit. Donc par exemple quand je vous ai dit 18,50 tout à l'heure pour le t-shirt, bah, ça voudrait dire que une marque normale, et je vous le dis, les marques elles font même plus que ça en vérité, donc elle va le vendre 55,50 €. Mais pour le hoodie, une marque normale l'aurait vendu quasi autour de 150-200 €, tu vois, un truc comme ça. Largement. Et moi, c'était hors de question de mettre un produit aussi cher. Déjà parce que je sais que ça serait pas vendu, donc du coup, c'est même pas une question de voilà. Je me suis dit bon, au-delà de 100, ça me paraît compliqué, mais je suis obligé de mettre à 90. Je me souviens, j'en ai parlé un peu à des amis autour de moi, etc. Je dis ouais, t'en penses quoi, un hoodie à 90 et tout. Ils étaient en mode waouh, trop cher, mec, trop cher. C'est beau, hein, mais trop cher, beaucoup trop cher. Ça passera pas, machin. Mets-le à 80, vraiment essaye de machin. Mais je dis non, je les écoute pas. Allez, je les écoute pas et je le lance à 90. Le produit a tenu 3 jours. Tout ça pour vous dire, n'écoutez pas forcément les avis qu'on vous dit. Le truc aussi classique que je dis, c'est que quand j'ai voulu me lancer sur YouTube en 2015, à l'époque, une des personnes avec qui, en tout cas quelqu'un m'a dit « Ah mais c'est trop tard ». Comment tu gères la partie trésorerie pour l'achat des stocks, prêt bancaire ou bien tu prends sur tes réserves? Eh bien, comme je l'ai dit dans la partie sponsor de cette vidéo, j'aurais dû en vérité faire un prêt parce que ça m'aurait évité de tabasser ma trésorerie que j'avais dans ma boîte, mais non. Et aujourd'hui, j'en ai plus besoin parce que même si je fais des gros investissements, il y a quand même des gros retours. Donc tu vois, c'est vraiment, il y a ce qu'on appelle un fonds de roulement, donc il y a un BFR qui est suffisant pour ne pas faire de prêt bancaire. Mais j'avoue qu'à l'époque, j'aurais peut-être dû en faire un. Ça m'aurait permis de pas vraiment me faire démolir. Et on me pose la question aussi, quand est-ce qu'il faut racheter des stocks? Globalement, comme je sais qu'en moyenne, pour avoir un réassort de produits, c'est un tout petit peu plus que 3 mois. Prenons l'exemple de ce formidable hoodie zippé qui est en précommande actuellement sur le site. Imaginons sur les 3 derniers mois, j'en ai vendu 500 et que je vois qu'il m'en reste moins de 500 dans les stocks. Je me dis, il faut que je recommande. Parce que si j'attends davantage, il y a un risque que je me retrouve à zéro, sans stock, et ça, c'est dommage. Oh, question vachement plus intime. C'est quoi cette blessure au bras depuis des mois? Est-ce que vous voyez un peu là? Oui, vous voyez. C'est juste un moment, je me suis râpé contre le mur quand j'ai couru en fait pour aller chercher Potty, qui est notre chat, qui n'a pas le droit de sortir et il s'est faufilé pour sortir. Et j'ai dashé entre guillemets pour sortir. C'est là que je me suis appuyé sur le mur et je me suis grappé le bras de ouf. Et comme j'ai 30 ans, j'ai bientôt 30 ans et que du coup mes plaquettes ne sont pas aussi efficaces qu'avant, en fait je cicatrise moins bien, donc ça reste. Voilà, c'est ça l'histoire, c'est tout con. Oh, konnichiwa. Konnichiwa. C'est un gars de la salle qu'on connaît. Voilà, je n'ai jamais dit bonjour à la salle, à chaque fois on s'ignore un petit peu, mais le fait de se voir dans des endroits différents, forcément on a envie de se dire bonjour. Voilà. Et donc va-t-il y avoir de nouveaux recrutements? Je ne pense pas. Je me sens bien avec l'équipe que j'ai actuellement, je suis très satisfait de leur travail, franchement j'ai une team de fous. Ah, c'est d'ailleurs un truc, quand j'avais dit que je suis très exigeant, pour moi c'est pour valoriser mes équipes aussi. Imaginez, je dis je suis pas très exigeant de toute façon, voilà. S'ils travaillent leur rythme, ça me va. Je trouve que c'est pas du tout valorisant pour les gens avec qui je travaille. Moi, je suis très exigeant avec les personnes avec qui je bosse. C'est pour dire que j'ai des killers dans ma team. En gros, dans ma team, c'est des killers sa race. J'ai fait les entretiens annuels il y a pas très longtemps, mais je leur ai dit si je leur redonnais le fameux exercice que je donne à faire, c'est-à-dire de montage d'1 minute en chronométré, si je leur donnais aujourd'hui à faire ça, mais laissez tomber. Ils vont mettre peut-être 2 fois ou voire 3 fois moins de temps qu'à l'époque et ils vont faire un truc mieux. Tu vois, c'est trop bien. Et moi aussi, mon but, c'est de faire progresser des gens comme ça et après de les garder, tu vois. On est sur One Piece, tu vois. On choisit quelques Nakama et puis après, on va devenir le roi des pirates. C'est le but. Mais écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci beaucoup à Propulse d'avoir sponsorisé cette toute première vidéo. Voilà. Aussitôt, en tout cas, sur l'histoire d'une chaîne, d'être sponsorisé, ça fait vraiment plaisir. En plus, c'est très cohérent en plus avec ce que je propose. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Puis bien sûr, n'oubliez pas, il y a le réassort du hoodie Zip Sakura, toujours celui que je porte, et bien sûr les t-shirts qui sont sortis. Donc là, voilà, j'ai des t-shirts Licorice. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder la vidéo.
vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.